on arrive devant la petite chapelle qui s'appelle la chapelle de Sainte-Anne. Et cette petite chapelle, alors Georges Sand la trouvait vraiment charmante. Son aspect est un petit peu typique quand même de la région. Parce que d'abord, vous avez cette avancée, tout au vent, qu'en Berrichon on appelait un caquetoire. Caquetoire. Caquette, donc, en fin de compte, ça servait effectivement au commerce du village et puis à la sortie aussi de l'église de caqueter. On l'appelait aussi une guenillière. On va rentrer. C'est deux énormes piliers sculptés dans la pierre entre le XIe et le XIIe siècle. Alors ce tableau, je vais vous expliquer un petit peu son histoire. Vous savez que Georges Sand recevait ici un grand nombre d'artistes, que ce soit des musiciens, des peintres, des chanteurs lyriques, etc. et des écrivains bien évidemment, parce qu'on ne peut pas les oublier. Et en 1857, elle invite Eugène Delacroix, donc, qui est un grand peintre, elle l'invite ici à venir passer l'été ici. Il vient et il dit « Je vais en Berry, mais je vais en Berry pour me reposer ». Lors d'un retour de promenade, il est avec le fils de Georges Sand et il voit sur un tronc d'arbre une jeune femme en train d'enseigner la lecture à une jeune fille. Le cadre lui paraît extraordinaire et en fin de compte, ça l'inspire. Et puis, comme il n'a pas de toile non plus, elle va prendre une partie de son corset qui est en matière, qui est en lin et en coton, et puis ils vont tendre cela et puis ça va devenir une toile. Le tableau, qui normalement devait être destiné à l'église ici de Nohant. Alors par contre, vous savez que le fils de Georges était aussi peintre. Et lui, il profitait des passages de Delacroix, justement pour améliorer sa technique de peinture. Et donc il en a fait une copie qui a priori est assez ressemblante. Cette copie, il l'avait léguée bien évidemment au château. La famille a décidé d'en faire don au musée Georges Sand à la Châtte. GRP, donc des maîtres sonneurs, effectivement juste ici à Nohant. Et donc nous, on va aller jusqu'au premier point vert où il y a marqué Saint-Chartier. Vous voyez, c'est pas très long. Alors, il n'y a pas de difficulté particulière. On est dans des chemins plutôt herbeux. Appris à jouer à la cornemuse, eh bien, il se rend compte qu'il n'est pas suffisamment bon quand même pour cela. Et par hasard, au détour d'un chemin et pas très loin de Nohant, il rencontre donc un vrai cornemuseux. Et il va donc dans le Bourbonnais et il lui présente effectivement la personne qui va l'instruire. C'est-à-dire qu'on est sur le bon chemin les enfants, parce que ici, sur votre gauche, vous apercevez, vous apercevez donc les tourelles du château de Saint-Chartier au travers la végétation. Ouais. Voilà. C'est les deux sapins qui sont sur la gauche. Ah bah justement, en arrivant donc dans Saint-Chartier, qui s'appelle Carterius, quand même au 5e siècle, parce qu'il a été fondé par un moine évangéliste. Carterius, c'est venu ensuite à un moment, Saint-Chartier. Nous sommes devant une des tours qui est encore historique, qui n'a pas été trop retouchée, parce que cette forteresse, parce que c'est une forteresse, elle a été construite fin du XIIe et on va dire complètement terminée au milieu du XIIIe siècle. Ce sont les seigneurs de Chauvigny, qui est une grande famille donc de Déols,
qui viennent s'installer ici parce qu'ils aiment bien cette demeure, surtout l'été. Vous montrer l'importance. Alors, c'est un tout petit plan. C'est une reconstitution historique. Donc, parce qu'il n'y a pas de plan véritablement qui existe au cadastre et qui est archivé dans nos archives. Mais ça a été fait par les amis de Saint-Chartier. Et en fin de compte, en rouge, je vous ai simplement indiqué la forteresse, les remparts. Ça faisait tout ça et ça englobait une bonne partie quand même du village. Et puis ici en vert, eh bien c'était les douves. George Sand, elle, quand elle vient à la messe, parce qu'elle vient à la messe avec sa grand-mère, donc de Nohant jusqu'ici et par le chemin que nous avons emprunté, et elle pique-nique régulièrement l'été dans ce château. Mais elle l'aimait beaucoup et elle s'en est beaucoup servie effectivement dans les maîtres sonneurs pour raconter des histoires, parce que là par contre vous savez que le Berrichon il est assez croyant de légende. Et donc quand George Sand a parlé des maîtres sonneurs et a parlé de Saint-Chartier, et comme ici tout au bord donc des remparts étaient des douves, il se disait qu'il y avait une espèce de grenouille qui, en fin de compte, par certains jours de lune, en fin de compte, grossissait comme un bœuf et crachait dans l'air un poison qui amenait la peste. Et donc ça, c'était des histoires qui étaient vraiment très, très connues, qui étaient racontées lors des veillées. Et puis tu as aussi quelques chaînes centenaires, enfin, on ne les voit pas trop, mais là il y a quelques chaînes centenaires tout le long du parc. Ici c'est franchement hyper sympa. Nous sommes donc arrivés au moulin d'Angibault, donc c'est la première étape de notre deuxième jour de visite commune ensemble. Et donc j'ai choisi forcément ce lieu, puisque plus tard je vais vous donner l'histoire qui est liée d'Angibault. Alors, il a vraiment existé ce moulin, puisque nous sommes vivants. Ces fondations, elles datent environ du XVe siècle. Mais véritablement, on commence à avoir, on va dire, des images, des gravures à partir du XVIIIe. Et là, on sait que ce moulin servait journellement à moudre du thé. Jusqu'en 1958, il a vraiment été un moulin à moudre le thé. En 1958, on ferme. Et heureusement, donc Angibault est située sur la commune de Monticoret. Et donc c'est la commune qui en 1990 qu'on achète. Et avec là aussi les amis de Monticoret, ils vont tout faire pour le renouveler, pour le réhabiliter. Et ils ont de la chance. Parce qu'à l'intérieur, la machinerie, elle est encore existante et elle fonctionne. Ce moulin, il est alimenté par une rivière qui s'appelle la Vaudre, qui elle-même est énormément alimentée par des nappes souterraines et des petits puits qui se réunissent. Alors, c'est un affluent de la rivière de l'Indre. On revient donc à George Sand. Pourquoi ici? Parce que tout simplement, ce lieu lui inspira le livre dont je vais vous parler, qui s'appelle Le lieu d'Angibault. Alors en fin de compte, elle a découvert ce lieu tout simplement quand elle était en promenade avec ses enfants. Et elle dira que il y a dans notre jolie vallée un très beau moulin qu'on appelle Angibault et qu'elle décrit comme un coin de paradis que mes enfants et moi avons découvert.
L'histoire, en fin de compte, comme beaucoup de romans champêtres que je ressemble, c'est une histoire d'amour. Et une histoire d'amour avec, on va dire, plusieurs acteurs. Alors, le premier ici, c'est le grand Louis, qui est donc le meunier, qui vit ici avec sa maman et qui est très amoureux d'une jeune femme de la région. Mais cette jeune femme, en fin de compte, elle a un père qui aime l'argent, qui se pense un grand fermier et qui dit que de toute façon, le meunier, un simple meunier n'est pas bon pour sa fille. Le deuxième acteur, c'est Marcel de Blanchemont, qui elle vient d'être veuve, une jeune veuve donc de Paris qui a quand même un fils, mais qui est une veuve désargentée. Son mari lui a laissé que des dettes. Par contre, il lui a laissé quand même, alors c'est peut-être pas forcément d'ailleurs une super fortune, un château qui s'appelle Blanchemont. Et ce château, on vous décrira tout à l'heure, puisqu'en fin de compte, c'est celui que je vais vous proposer, qui est le château de Sarzay, qu'elle a appelé différemment. Voilà. Et puis, Madame de Blanchemont, elle est une jeune veuve, effectivement, mais elle est très amoureuse d'un